Donc, il est 14h02. On va maintenant débuter. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier virtuel présenté par Concertation Montréal. On est bien content d'être avec vous cet après-midi. Concertation Montréal est soutenue par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par l'agglomération de Montréal. Donc, cet après-midi, on a le plaisir de parler de l'enquête Équité, diversité, inclusion dans les conseils d'administration, portraits et tendances au Québec. On a le plaisir d'accueillir Hélène Ligossin, que je vais présenter brièvement dans un moment. Je vous rappelle que la présentation est enregistrée, donc elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Et la présentation PowerPoint qui va vous être présentée, elle ne sera pas partagée, mais vous aurez accès et vous avez déjà accès à l'enquête dans son intégralité. Après l'atelier, vous allez recevoir plus tard cet après-midi un courriel avec un lien pour procéder à l'évaluation de l'atelier et également un lien pour consulter le document de l'enquête. Les évaluations sont pour nous très importantes, puis on vous encourage fortement à prendre un petit 5 minutes après nos ateliers pour nous partager vos commentaires. On les lit, on les apprécie, on les partage, mais malheureusement, on a un taux de réponse en général qui est assez faible. Donc, par exemple, le dernier webinaire, on avait une cinquantaine de personnes qui y ont participé, mais on a pu recueillir seulement 13 évaluations. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de remplir le formulaire d'évaluation. Donc, on a le plaisir d'accueillir Hélène Ligossin qui va nous présenter l'enquête sur laquelle elle a travaillé et c'est un sujet qui l'intéresse dans son domaine d'études depuis de nombreuses années. Hélène Ligossin a été professeure au département de management de l'Université Laval, donc depuis 1981, elle est professeure émérite et maintenant professeure associée à la faculté des sciences et de l'administration. Donc, elle va, au cours des prochaines 90 minutes, résumer une étude qui est quand même assez consistante. Donc, il y a des choix qui ont dû être faits. Pendant la présentation, vous pourrez poser des questions à travers le chat et on saisira à certains moments, on prendra quelques questions pour y répondre. Puis il y aura également certaines questions de sondage qui vous seront partagées. Donc, je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Je vous souhaite un bon atelier et je cède la parole à Hélène. Merci. Merci Philippe. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, je vous vois pendant 2 secondes. Maintenant, je vais essayer de partager mon écran. On va voir si je vais réussir du premier coup. Voilà. Partager. Alors, Vincent, est-ce que j'ai réussi? Là, on voit sur le côté les diapos et les notes, donc Ah, c'est bien ce que je croyais. Là, je pense que c'est mieux. c'est parfait. Excellent. Alors, désolé tout le monde pour ce hiatus technologique. Comme vous voyez, ça ne fait pas partie des choses que je fais tous les jours. Et j'oublie d'une fois à l'autre. Alors, bienvenue. Le sujet équité, diversité, inclusion, c'est l'un des sujets couverts par l'enquête à laquelle Philippe a fait référence. Les deux documents, c'est-à-dire celui qui porte sur l'ensemble des résultats généraux de l'enquête, tout comme l'analyse plus pointue de tout ce qui porte sur équité, diversité, inclusion dans les CA. Les deux rapports sont disponibles. Et pour d'autres éléments de la même étude, le collège produit aussi des études approfondies. Donc, n'hésitez pas à fréquenter le site du collège pour profiter des résultats de cette enquête qui nous permet essentiellement de faire le point sur ici et maintenant où en sont ces différents enjeux. Alors, vous connaissez probablement le Collège des administrateurs de société et il a différentes initiatives. Il y a un programme de certification, mais il y a aussi d'autres programmes qui permettent à la fois à des individus d'augmenter leurs compétences en matière de gouvernance, mais aussi à des organisations qui, soit par des travaux in-house, c'est-à-dire à l'intérieur de leur conseil,
ou la participation aux activités plus générales du collège peuvent bonifier leur expérience et leur expertise en conseil d'administration parce que la mission du collège, c'est d'élever continuellement le niveau de compétence en gouvernance par une diversité d'expériences. Alors, vous avez quelques notes sur ce que j'ai fait. On va passer rapidement. Les éléments importants ont été évoqués par Philippe pour passer du temps sur le contenu de cette quelques. On dispose d'à peu près 80 minutes à partir de maintenant. Euh, Philippe vous a déjà dit que vos questions étaient les bienvenues. Il va faire la gestion des questions de sorte que s'il y a des besoins d'éclairage, il m'interrompra pour que je puisse lever les inquiétudes ou les incompréhensions qui pourraient survenir en cours de route. Et aussi, vos questions sont les bienvenues pour relancer ou pour questionner certaines de mes affirmations. Vous êtes les bienvenus. Il y aura à la toute fin, évidemment, une période de questions générales qui vous donnera la parole. Ça vous va? Alors, de quoi allons-nous parler? Ben, vous en doutez. Les principaux résultats sur à quoi ressemble la diversité dans les CA d'organisation au Québec. Vous voyez que mon sous-thème, c'est un jalon. Alors, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure. Comme toute étude, il y a des limites. Et donc, considérons qu'il s'agit d'un portrait qui permet de faire un état des lieux maintenant. Chacun d'entre nous, on œuvre dans un contexte particulier où les enjeux de EDI sont soit plus sensibles, plus saillants ou au contraire plus contestés. Alors, un jalon, ça nous permet de marquer la, la communalité ou l'écart entre ce qu'on vit dans les milieux où nous sommes versus ce qui se passe dans d'autres organisations présentement au Québec. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des éléments pour permettre de comparer les résultats de l'enquête du collège avec de l'information publique disponible. Et comparer, ben, on va voir que c'est très difficile en cette matière parce que la qualité des données varie beaucoup d'une étude à l'autre et la source des données varie beaucoup, de sorte que certaines comparaisons, essentiellement, on peut trouver des comparables pour appuyer notre jugement personnel à l'effet qu'on a fait des progrès ou au contraire que les progrès tardent. En conséquence, il est important d'être très prudent dans le choix des comparables pour que justement nos comparaisons tiennent la route et qu'on soit mieux capable d'apprécier si on est aussi bon qu'on pense qu'on est. Et finalement, on va voir comment, dans les conseils d'administration, concrètement, maintenant, prenons-nous un peu, beaucoup ou très peu en compte les enjeux de EDI et comment on s'équipe pour le faire. Et du point de vue des membres de conseil, quelles seraient quelle est l'ampleur que ces préoccupations, quelle est l'importance que ces préoccupations devraient avoir. Donc, la comparaison entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Finalement, on tirera un certain nombre de conclusions. On verra les miennes et vous en aurez probablement d'autres. Alors, ce sera un bon moment pour une discussion plus largement. C'est bon? Alors, premièrement, je tiens à vous remercier de prendre un moment pour réfléchir à cette question de DI et je tiens à remercier Concertation Montréal de nous offrir cette occasion à la fois de prendre acte de ce qui se passe dans notre société et peut-être d'y trouver des points d'ancrage pour contribuer à l'évolution des pratiques dans cette visée et aussi se donner des réponses pour les personnes pour qui ont du mal à percevoir l'importance d'en faire davantage maintenant. Alors, il y a un questionnement qui est à l'origine de cette partie de l'enquête. Coudonc, les préoccupations d'équité, diversité et inclusion, là, on en parle au Québec depuis des décennies. Il y a des prises de position publiques, il y a des organismes qui ont décidé de publier leurs données à cet égard et de marquer publiquement le rythme de l'évolution dans leur réalité.
Il y a même des organisations comme les sociétés d'État qui, par voie de règlement, ont cette obligation pour ce qui est de la représentation des femmes d'être dans la zone paritaire et qui désormais se donnent aussi des objectifs pour les membres des autres groupes cibles. Donc, on en parle et il y a des manifestations concrètes auprès d'organisations qui ont une certaine visibilité dans notre environnement. La question qu'on peut se poser, c'est au-delà de ces organisations dont on parle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'évolution des pratiques est au rythme de l'évolution des discours? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà. Alors, voici, vous allez avoir vous pouvez accéder aux deux rapports dont je parlais tantôt, Portrait et tendance de la gouvernance au Québec, qui est l'effet saillant sur toutes les dimensions de l'étude, et un autre document qui porte spécifiquement sur ce dont je vais parler aujourd'hui, mais pour lequel il y a beaucoup plus de détails dans le document que ce que j'aborderai aujourd'hui, essentiellement parce que j'ai consacré pas mal d'énergie à établir des comparaisons avec des données disponibles pour nous aider à déconstruire des stéréotypes sur la disponibilité des talents qui pourraient avoir accès à des postes de conseil d'administration. Parce qu'une des choses qu'on va voir, c'est que les stéréotypes ont la vie dure et que l'une des hypothèses que les gens ont généralement pour expliquer la faible représentation des membres des groupes cibles, c'est exactement la même hypothèse qu'on entend depuis 50 ans sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Ben, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, ou on ne sait pas s'il y a des gens qui ont les compétences requises. On ne se pose pas la question comment est-ce qu'on les cherche et est-ce qu'il faut les chercher autrement parce qu'on les connaît moins pour toutes sortes de raisons structurelles et sociales. Donc, déconstruire les stéréotypes, c'est un élément que j'ai visé dans le deuxième rapport et sur lequel je ne développerai pas beaucoup aujourd'hui parce que ce serait assez fastidieux d'examiner les données en détail dans le cadre du court échange que nous aurons. Alors, quelques mots sur l'enquête CAS. Les dimensions de l'enquête sont les suivantes. Quelle est la composition du CA? Quelle est l'importance que les membres du CA accordent aux enjeux d'EDI présentement? Et quelle est l'importance qui, selon les mêmes personnes, ces enjeux devraient avoir? Quelle est l'expertise en EDI au sein du CA? Y a-t-il des gens membres du CA qui ont ce genre d'expertise? Quels sont les efforts de recrutement et d'intégration des personnes en provenance des groupes cibles qui sont sous-représentés au CA? Et finalement, quelle est l'intégration des enjeux EDI dans les pratiques de gouvernance? Vous voulez savoir qui a répondu au sondage? Alors, il y a des personnes qui siègent sur 336 conseils d'administration. Qui a été invité à répondre? Essentiellement, vous savez, le Collège des administrateurs de société existe maintenant depuis plus de 15 ans et le nombre de diplômés dépasse de mémoire autour de 1600 présentement. Alors, parmi tous les diplômés du Collège des administrateurs de société, l'automne dernier, une invitation a été lancée à tout le monde, les invitant à répondre à ce sondage. Et dans le cadre du sondage, on leur demandait de répondre en s'appuyant sur ce qui se passe sur l'un des conseils d'administration où il et elle siègent présentement. Alors, vous voyez bien qu'avec ce genre de contexte, on ne peut prétendre à la représentation statistique des conseils d'administration au Québec, puisque premièrement, les répondants se sont auto-sélectionnés. Donc, on peut présumer que ce sont des gens qui ont une sensibilité, notamment à l'endroit de l'EDI, plus qu'en général, puisqu'ils ont consacré du temps pour répondre à des questions sur ce sujet-là. Et que, deuxièmement, certaines personnes
siègent sur, en fait, beaucoup de membres du collège, des diplômés du collège d'administrateurs siègent sur plus d'un CA. Alors, nul ne sait quel critère a prévalu pour que la personne utilise le CA numéro 1 sur lequel il ou elle siège pour répondre à l'ensemble des questions, plutôt que le CA numéro 2 ou numéro 3. Est-ce que c'est grave? Ben, ça nous oblige à prendre les précautions suivantes et de dire que les résultats du sondage sont un portrait à un moment donné d'un échantillon de convenance et donc on n'a aucune prétention de représentativité statistique. C'est le début d'une conversation et c'est l'objet c'est l'objet de cette enquête, se donner des outils pour penser où est-ce qu'on en est maintenant et être capable d'apprécier dans le temps notre évolution. Alors, vous voyez qu'au-delà des 336 conseils d'administration auxquels on a référé, parmi les répondants, on a des proportions assez semblables d'hommes et de femmes qui ont répondu au questionnaire. Alors, encore une fois, si on se réfère à la présence des femmes au sein du bassin des diplômés du Collège des administrateurs, on voit que le taux de participation des femmes est légèrement supérieur à celui du taux de participation des hommes, puisque les femmes sont moins de 47 parmi l'ensemble des diplômés depuis les 15 ans du collège. Ensuite, la majorité des entreprises représentées sont des OBNL et la majorité, 45 sont des petites entreprises, donc qui comptent moins de 50 employés. Vous voyez que la catégorie est très large, moins de 50 employés, donc ça inclut des organisations qui ont 10 employés, tout comme des organisations qui ont 49 employés. C'est la catégorie la plus petite. Alors, voilà qui a répondu au sondage. Voici maintenant quelques-uns des principaux jalons. Alors, avant de vous dire qu'est-ce que l'enquête révèle, je vous propose un sondage. Alors, des personnes provenant de 336 organisations ont répondu au sondage et selon vous, est-ce que ces organisations sont paritaires dans la zone de parité, compte un pourcentage de femmes inférieur à la zone de parité ou supérieur à la zone de parité? Deuxièmement, sachant que la taille moyenne des CA étudiés est de 11 personnes, selon vous, quelle est la proportion des personnes membres des autres groupes cibles? Alors, Philippe a lancé le sondage. Voyons maintenant quelles sont vos intuitions. Alors, on a 28 répondants à date, 29. Alors, sur la base du nombre de participants, on pourrait avoir jusqu'à 37-38 répondants. Encore quelques secondes. Je vais arrêter la collecte maintenant pour faire le partage. Parfait. Merci, Philippe. Alors, voilà ce que votre groupe pense. Vous pensez qu'il y a un peu plus du tiers des organisations au sujet desquelles on a de l'information qui sont dans la zone de parité, mais il y en a une majorité qui pense qu'elle compte un pourcentage de femmes inférieur à la zone de parité, puis il y en a 11 qui sont très optimistes et qui pensent que le pourcentage est supérieur à la zone de parité. Ça, c'est pour ce qui est de la présence des femmes sur les CA des entreprises sondées. Maintenant, si on regarde la proportion des personnes membres des autres groupes cibles, alors cette fois, tous les groupes pris en compte, tous les groupes autres que femmes pris en compte. Alors, on voit ici que vos prédictions sont à l'effet
Près d'un tiers des gens pensent que ce groupe représente 15% du CA. Autant pensent que c'est 10% et un petit peu moins, alors autour du quart, pensent que c'est moins de 10%. Qu'en est-il? Alors, voici la distribution parmi les entreprises sondées. Alors, globalement, la présence des femmes au CA est près de la borne inférieure de la zone de parité. En fait, les femmes, en moyenne, occupent 43% des sièges de CA. Cette proportion s'approche de l'égalité pour les petites organisations, alors que pour les moyennes et les grandes, elle est inférieure à la zone de parité. Pour ce qui est maintenant des minorités visibles, ethnoculturelles, autochtones et en situation de handicap, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que le groupe que vous êtes était plutôt optimiste parce que notre groupe de répondants, ben, globalement, pour l'ensemble de ces groupes, ces personnes occupent autour de 8% des sièges. Vous vous êtes peut-être inquiété pourquoi est-ce qu'on a mis ensemble dans la façon de structurer le questionnaire, les minorités visibles, ethnoculturelles, autochtones et en situation de handicap, ben, essentiellement, c'est que nous fréquentons suffisamment les conseils d'administration pour savoir que ces personnes occupent relativement peu de place, en fait très peu de place sur les conseils d'administration. Et elles sont aussi très peu nombreuses parmi les diplômés du Collège des administrateurs et par les participants à nos formations. En conséquence, notre lecture de cet univers était à l'effet qu'elles étaient peu présentes et que donc la capacité d'obtenir de l'information par groupe aurait été plus une source de frustration pour tout le monde, accumulant les zéros un peu partout, de un. De deux, la méthode de cueillette d'informations passe essentiellement par des réponses que des membres de conseil d'administration nous donnent à partir de l'image qu'ils ou elles ont en tête de leurs collègues. Alors, je ne sais pas si vous êtes meilleur que moi, mais quand j'appartiens à un groupe de 9, 10, 11, 12 et qu'on me demande c'est quoi la proportion de femmes ou c'est quoi la proportion de minorités visibles ou c'est quoi la proportion des groupes ethnoculturels, il y a des chances qu'en répondant à la question, je n'ai pas en tête les 9, 10, 11, 12 personnes. Il y a des risques que j'en oublie une ou deux. Il y a des risques que je sois plus sensible à certains avec qui je partage certaines caractéristiques et peut-être moins sensible à d'autres auxquels je penserais moins. En conséquence, cette appréciation de la part des groupes cibles au sein du CA, c'est juste une appréciation et non pas une donnée rigoureuse, comme si chacun de ces conseils d'administration avait utilisé soit ces données administratives ou avait pris le temps de faire le calcul pour chacun des sièges. Alors, prenons cette précaution. On est dans des ordres de grandeur et non pas des valeurs robustes. Ce qu'on observe aussi pour l'ensemble des répondants, c'est qu'il y a plus de diversité au sein des sociétés publiques et parapubliques. Alors, on va voir tout à l'heure que, je vais vous donner tout de suite le tableau. Alors, vous voyez les chiffres. Premièrement, la ligne du haut donne le nombre de membres OCA en moyenne, selon les types d'organisations. Alors, vous voyez que les sociétés publiques et parapubliques ont en moyenne près de 13 membres. Les organisations coopératives et les organisations sans capital action, comme les sociétés publiques et parapubliques, ont des conseils plus gros que les sociétés privées ou les sociétés ouvertes, premièrement. Deuxièmement, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'écarts. Société privée, 7,6. C'est peut-être plus facile de me rappeler de proportion de femmes quand il y en a 7,6 que quand il y en a 13. Okay? Maintenant, si on regarde le pourcentage de femmes, alors ici, vous voyez clairement qu'encore une fois, les organisations plus grandes, donc coopératives, sociétés publiques et parapubliques et organisations sans capital action,
organisations plus grandes et ayant un nombre de membres du CA plus élevé sont aussi celles où on retrouve davantage de femmes au sein du CA et un peu plus de personnes provenant des groupes historiquement marginalisés. Je dis un peu plus parce que vous voyez que dans le cas des sociétés privées, à 1,6 sur un nombre moyen de membres de CA de 7, ça veut dire qu'elles sont rares. Même chose pour les sociétés ouvertes. Donc, c'est dans les sociétés publiques ou parapubliques qu'on en retrouve le plus, à 12 sur une taille moyenne de 13 personnes. Ça veut dire que de temps en temps, on en trouve une. Alors, voilà l'ampleur du défi de la juste représentation, non seulement des femmes, mais aussi des groupes historiquement marginalisés. Cette planche montre que bien qu'on ait envie d'en parler de façon globale, il faut toujours désagréger parce que sans désagrégation, on n'est pas capable de voir où est-ce que les choses vont un peu mieux et surtout là où les efforts tardent à se manifester. Je vais maintenant présenter, puisqu'il est question des organisations coopératives et des organisations publiques et parapubliques comme présentant un meilleur taux de présence des femmes, je vais comparer donc des données historiques. Alors ici, un petit aparté. L'utilité des données historiques est extrêmement importante parce que, premièrement, elles sont rares et vous trouvez ici deux des rares sources de données historiques sur la présence des femmes qui sont publiquement disponibles. La première, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, adoptée en 2006. Alors, vous voyez que l'échelle du temps qui est au bas des deux graphiques est la même en comparant depuis 2006. Quelle est l'évolution de la présence des femmes? Et c'est seulement pour les femmes pour lesquelles ces données sont publiques. Donc, on voit qu'on est parti d'un niveau d'à peu près 30 de femmes en 2006. Alors, exactement, dans les sociétés d'État, c'était 31,1 et au Mouvement Desjardins, c'était exactement 30 des femmes membres des conseils d'administration. Vous voyez sur la courbe de gauche, donc la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Donc, cette loi a été adoptée en 2006 et elle fixait une échéance de 2011 pour l'atteinte de 50 sur la présence des femmes pour l'ensemble des organisations alors visées par la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Évidemment, cet ensemble d'organisations visées par la loi a évolué dans le temps. Mais prenons le groupe 2006-2011, c'est le même groupe. Et si le taux de présence des femmes a atteint en 2011 la cible, 50 force est de constater, alors c'est le sens de la flèche qui apparaît en 2010, force est de constater qu'entre 2010 et 2011, on a travaillé fort pour se donner la chance d'obtenir d'atteindre la cible en 2011. Alors, si vous comparez le rythme d'évolution peu après l'adoption de la loi, 2006-2007, ensuite 2007-2010, la pente est assez constante, et encore une fois, un redressement important 2010-2011. Si je le porte à votre attention, c'est pour souligner l'impact de se donner une cible, mais aussi se donner des échéances et comment, dans cette matière comme dans bien d'autres dans nos organisations, à la veille des échéances, des efforts sont multipliés pour atteindre la cible. Donc, et ça, je pense que c'est un pattern qu'on retrouve à bien des égards et dont il faut se rappeler. On verra un peu plus tard pourquoi.
Vous voyez aussi que depuis 2011, alors il y a une oscillation, tantôt un petit peu plus que 50%, tantôt un petit peu moins que 50%. Ce sont d'assez petits N, donc l'arrivée de certaines personnes, le départ de d'autres engendrent cette oscillation. Mais vous voyez que globalement, on navigue autour de la cible de 50%. Je parie que si on allait faire l'exercice maintenant et qu'on regardait dans l'ensemble qui était visé entre 2006 et 2011, donc les sociétés d'État alors visées par la loi, et qu'on regardait la performance sur quant à la performance des femmes sur les CA, ben, on constaterait qu'en certaines, en 2011, étaient bien en deçà de 50%. Et ce qui faisait que globalement, le ratio était respecté, la cible était respectée, c'est que certaines de leurs collègues de d'autres sociétés d'État dépassaient le ratio, ce qui compensait. Alors, on pourrait aussi faire des examens plus micro et voir si celles qui tardaient à accéder à la parité, combien ça leur a pris de temps pour corriger la situation et y sont-elles parvenues maintenant. Regardons maintenant chez Desjardins comment les choses se sont produites. Alors, on se rappelle qu'il est question avec la ligne verte des personnes qui occupent des postes d'administratrices sur des conseils d'administration. Entre 2006 et 2022, il y a eu beaucoup de transformations chez Desjardins, des fusions de beaucoup de caisses populaires, ce qui a engendré des réductions dans le nombre d'administrateurs et d'administratrices, qui explique en partie la lenteur de la progression des femmes. Mais vous voyez que le rythme, parce que Desjardins, contrairement à la loi de la gouvernance des sociétés d'État qui avait des obligations fixées par règlement à compter de 2011 d'atteindre la parité, ben Desjardins n'a pas tablé sur les obligations. Elle a tablé sur les mesures d'autorégulation et les mesures volontaires. Euh, alors, attendez une minute, voilà. Et ce n'est qu'en 2013 que les caisses se sont dotées d'une politique d'engagement volontaire pour que le CA de caisse soit représentatif des membres. Et une fois que cet engagement volontaire a été pris, 2013, on voit que la courbe s'est un peu redressée, qu'il y a eu une accélération. La deuxième courbe, celle qui est gris pâle, présente le pourcentage de femmes qui sont présidentes de leur conseil d'administration. Alors, l'écart entre le bassin de disponibilité, donc la présence des femmes sur le CA, et la présence des femmes comme présidentes de CA montre bien la sous-utilisation du bassin de disponibilité que constituaient les femmes membres de CA. Là encore, situation assez stable entre 2006 et 2013, mais à partir du moment où on se donne des mesures volontaires, redressement, tantôt plus rapide, tantôt plus lent, pour que désormais, ben, l'écart s'est beaucoup réduit, alors que les femmes représentent 48% des membres de CA de Caisse Desjardins. Elles sont 43% des présidentes de conseil d'administration de Caisse, ce qui correspond à un changement important. Alors, quand on revient maintenant à nos données d'enquête du collège, globalement, les évolutions sont très variables et ce qu'on voit, c'est que la présence des femmes, elle est plus grande dans les petites organisations, dans les sociétés publiques et parapubliques et les organisations sans capital action, et dans les coopératives. La taille du CA, la moyenne de la taille des CA varie entre 11 et 13, donc, comme on le disait tantôt, ce sont de plus gros CA. Maintenant, si on regarde les organisations qui ont une proportion de femmes inférieure à la zone de parité, ce sont les moyennes et les grandes organisations, les sociétés ouvertes et les sociétés privées, et elles ont un CA plus petit. Alors, si je mets ceci en évidence,
c'est qu'on observe dans le milieu beaucoup de discussions sur l'intérêt de réduire la taille des CA. Quelle est la taille optimale? Il y a beaucoup de discussions à cet égard. Essentiellement, des considérations d'efficacité du CA, de capacité à gérer des discussions euh, fructueuses. On sait la connaissance sur le fonctionnement des groupes a largement établi depuis de nombreuses années qu'une taille de groupe inférieure à 8-9, c'est souvent on y pêche par manque de diversité et qu'une taille de groupe plus grande que 13, 14, 15, eh ben, il devient beaucoup plus difficile justement parce qu'il y a un risque de plus de diversité d'en arriver à des consensus de façon efficace. Alors, on a des arbitrages à réaliser, mais il est clair que le passé nous suggère que dans les organisations ayant moins de diversité par rapport au genre, ce sont aussi des organisations qui sont plus petites et qu'il y aurait peut-être une opportunité pour celles-là d'augmenter la taille de leur CA et ça leur permettrait d'accéder peut-être un peu plus rapidement à la zone de parité plutôt que de compter simplement sur le remplacement de l'un ou l'autre des membres existants. Alors, on va maintenant regarder comment ce portrait se compare-t-il à d'autres informations que nous avons sur la présence des femmes et des autres groupes historiquement sous-représentés dans la société québécoise et dans la société canadienne? Et c'est là que les choses se compliquent. Premièrement, je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il est très difficile d'avoir des données comparables. Alors, voici quelques informations à partir des données les plus récentes produites par Statistique Canada, à partir de méthodes statistiques nouvelles. Alors, et dans leur cas, ce sont des données populationnelles sur l'univers des conseils d'administration. Donc, pour l'ensemble du Canada, ce qu'on note entre 2018 et 2020, c'est une petite amélioration du pourcentage de femmes sur les CA. Quand je dis petite, c'est essentiellement 2 points de pourcentage de plus, puisqu'elle serait passée de 18 à 20 sur l'ensemble des entreprises incluses dans ces recensements. Par contre, si on regarde le pourcentage des organisations qui ne comptent aucune femme sur leur CA, ben vous voyez que la valeur, c'est presque les 2 tiers de toutes les entreprises canadiennes. En 2018, près des 2 tiers, je répète, ne comptaient aucune femme sur leur CA. La bonne nouvelle, c'est qu'entre 2018 et 2020, ce pourcentage est passé de 62 à 58,7 Donc, il y a 3 de moins d'organisations canadiennes qui n'ont pas de femmes sur leur CA. Alors, on voit déjà qu'il y a une énorme différence entre le jalon que présente l'étude du CAS pour le Québec et les données nationales pour le Canada. Évidemment, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ces écarts. Premièrement, la structure industrielle, la structure de l'économie et des organisations au Québec est loin d'être typique par rapport à ce qui se passe pour l'ensemble du Canada, de un. Mais de deux, on a aussi vu que près de 50 des répondants de l'étude du CAS provenaient d'OBNL. Alors, regardons, là, je vous ai présenté de façon globale les résultats. Regardons-le maintenant
de façon, toujours les mêmes sources, mais de façon un petit peu plus nuancée. Quand on observe que le pourcentage des femmes au CA d'entreprises canadiennes est passé de 18 à 20 on pourrait avoir envie de célébrer. Mais si on regarde le nombre de personnes que cela concerne, ben, on voit premièrement que le nombre de personnes siégeant sur un CA en 2018 a diminué de près de 8 000 entre 2018 et 2020. Donc, le nombre total de sièges au CA documenté par Statistique Canada, c'est près de 18 000, alors qu'il était de 26 000. Maintenant, le nombre de femmes siégeant sur les CA, lui aussi a diminué, passant de 4 848 à 3 689. Donc, une perte de 1159. Alors oui, on peut célébrer une amélioration de la présence des femmes en termes de proportion, mais en termes de nombre, on voit qu'il y en a moins qu'avant, moins que 2 ans auparavant. Et on a des données sur 3 ans seulement, donc c'est une séquence courte, mais vous voyez que les deux éléments vont exactement dans la même direction. Okay? Alors, 2022, les données ne sont pas disponibles présentement. À suivre. Alors, pour ceux et celles qui disent ben oui, mais on en manque de femmes pour siéger sur des conseils d'administration, vous voyez qu'on en avait qui ne siègent plus. Donc, il y a certainement là un bassin de disponibilité pour les 60 ou plutôt 59 d'entreprises qui ne disposent pas à ce moment-ci de femmes sur leur conseil d'administration. Si vous voulez regarder ces sources plus attentivement, j'ai mis le lien sur la planche. Je disais il y a un moment que la structure économique du Québec et du Canada varie beaucoup. Alors, vous vous intéressez peut-être à la proportion des femmes sur les CA selon l'industrie dans laquelle on œuvre. Alors, voici l'information qui est produite par Statistique Canada et cette fois à partir des données rendu public grâce à la loi sur les déclarations des personnes morales. Alors, ici, un court aparté. La loi sur la déclaration des personnes morales demande aux organisations sous charte fédérale de déclarer la composition de leur conseil d'administration pour chacun des groupes cibles. Alors, quand les organisations fournissent ce genre de déclaration, vous voyez qu'on a une source de données qui est plus robuste que celle sur lesquelles s'appuie notre étude du collège, puisqu'il ne s'agit pas d'opinions rétrospectives d'individus, mais plutôt on peut espérer faire confiance aux entreprises pour se servir de données administratives davantage fidèles. Je mettrai tout de même un bémol là-dessus. Euh, pour avoir des données fidèles, il faut que les individus s'auto-déclarent comme appartenant à l'un ou l'autre des groupes cibles. Or, cet exercice d'autodéclaration est loin d'être largement exercé dans les organisations et encore moins dans les conseils d'administration, de un. De deux, l'exercice d'autodéclaration connaît encore, entre guillemets, des ratés parce que des personnes, pour toutes sortes de raisons, peuvent refuser de s'autodéclarer. Ces raisons peuvent être notamment la méfiance quant à l'usage qui sera fait de ces données, une mauvaise compréhension du contexte légal qui non seulement permet cette autodéclaration, mais oblige les organisations à ne se servir de ces données que dans des visées de correction des inégalités. Donc, les programmes d'accès à l'égalité essentiellement. Donc, ces éléments-là étant soit inconnus ou méconnus, et le climat général peut varier dans une organisation à une autre sur le degré de méfiance qu'on a euh, ou les craintes de stigmatisation qu'on peut avoir. Alors, voici quelques nuances
sur la qualité de ces données, mais aussi une illustration de comment, grâce à des dispositions réglementaires, on peut combler l'absence de données rigoureuses, mais dans une perspective évolutive. Donc, effectivement, quand on commence à colliger les données, il y a plus de risques qu'il y ait des imprécisions ou qu'il y ait un taux de participation moindre, mais plus on les collige, plus on fait la démonstration que c'est utilisé correctement, plus on fait la démonstration que ça permet des actions positives pour le redressement, ben peut-être que progressivement, ça permettra de contrer les craintes de stigmatisation et encourager les gens à s'autodéclarer. Alors, vous voyez ici que d'une industrie à l'autre, les pourcentages de femmes sur les CA sont du négligeable, agriculture, foresterie, pêche et chasse, à moins de 5%. C'est le taux le plus bas, qu'il y a une forte concentration autour de 20% et que dans le secteur de l'enseignement, c'est le secteur où on a la plus forte proportion de femmes et ça, on atteint à peu près la parité, ce qui, sur une base populationnelle, fait du sens. 50% de la population sont des femmes, mais sur la base de disponibilité de talent est une sous-représentation, puisque dans le monde de l'enseignement, en particulier les ordres d'enseignement non universitaires, la présence des femmes est très, très largement majoritaire depuis longtemps. Alors, encore une fois, vous voyez que les données sont utiles, mais il faut nuancer en les mettant en relation avec euh, les différents secteurs de l'économie. Alors, si on se résume, se comparer, c'est important, mais il faut être prudent. Prudent parce que lorsqu'il est question de place des groupes historiquement marginalisés, les femmes, tout comme les autres groupes, que ce soit dans les données nationales, que ce soit même dans les données organisationnelles, ces données sont souvent soit inexistantes, soit trop globales pour être bien utiles, et que là, on a un défi de taille. Alors, il faut louer ces organisations qui non seulement colligent ce genre de données, les colligent de façon désagrégée, mais encore mieux, les rendent publiquement disponibles. Elles sont rares. Commission des droits et libertés de la personne, parmi ses contributions remarquables, il y a justement de rendre des données populationnelles sur les groupes historiquement marginalisés à partir de différents profils, que ce soit des profils de disponibilité dans la main-d'œuvre, de distribution parmi les groupes occupationnels, de distribution par rapport au niveau de scolarité. Tout ça, ce sont des informations qui sont essentielles puisqu'ils utilisent des données rigoureuses, des données populationnelles produites par Statistique Canada ou l'Institut de la statistique du Québec et différentes enquêtes pour nous donner, dans certains cas, des données très justes, dans d'autres cas, des approximations, entre guillemets, bien informées et qui nous permettent de nous comparer. Donc, comparer des comparables, il faut donc toujours être attentif, non seulement aux données qui sont publiées, mais d'où viennent-elles? Par qui ont-elles été compilées? Avec quelle rigueur? Il faut se préoccuper, je le mentionnais tout à l'heure, des caractéristiques des organisations incluses dans le sondage. Alors, on a vu que le sondage du CAS, c'est un sondage où on a une surreprésentation d'OBNL. Les choix méthodologiques qui ont été faits, par exemple, dans notre cas, tous les groupes cibles autres que femmes ont été intégrés ensemble et finalement la source des données. À quoi ça sert des données? Ben, ça sert justement à faire des portraits, mais aussi à tracer une évolution. Sans cette base de faits, même avec leurs imperfections, la discussion procède avec des impressions, des perceptions, que les choses vont bien ou que les choses vont moins bien.
Alors, à mon avis, dans nos organisations, il faut travailler à ce que des données soient colligées pour justement se donner un point de départ qui sera peut-être imparfait, mais dont on pourra améliorer la qualité avec le temps, parce qu'avec ce point de départ, on pourra amorcer une conversation sur des objectifs qui font du sens, des échéances, des stratégies, mais surtout monitorer les évolutions. En l'absence de fait, la perception de l'un et la perception de l'autre ne sont que des perceptions. Alors, quand on regarde, on revient cette fois aux données du collège et on regarde de façon désagrégée. Je vous ai dit tout à l'heure que globalement, les membres des autres groupes historiquement sous-représentés ou marginalisés, c'est-à-dire les autres groupes étant notre ensemble sans les femmes, ils étaient autour de 8% globalement. Ben, si on éclate ce 8%, ce qu'on découvre, c'est ces personnes sont davantage présentes dans les sociétés publiques et parapubliques, mais qu'elles sont essentiellement absentes dans les sociétés privées et les sociétés ouvertes. Dans les organisations coopératives, très peu présentes, à un niveau de 7% sur un N moyen de 11, ça ne fait même pas une personne. Okay? Donc, ça montre qu'essentiellement, tout est à faire. Et si on extrapole, les leçons qu'on peut tirer d'éléments qui ont facilité ou plutôt qui ont soutenu la progression des femmes dans les conseils d'administration, on voit que se donner une base de fait, la donnée 2006 de tout à l'heure, se donner des objectifs, se donner des échéances et faire des suivis. Les séries chronologiques permettent justement de voir quand est-ce que ça s'améliore et quand est-ce que ça se détériore pour redoubler les efforts. Eh bien, on a besoin de ça pour les autres groupes historiquement marginalisés. Alors, j'en arrive à un deuxième sondage qui, Hélène, celui... juste avant Oui, peut-être de passer au sondage, il y a Gabriel qui demandait dans le chat, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de représentation de ces groupes-là dans la population canadienne? je ne l'ai pas. Excellente OK. question. Je ne l'ai pas. Et encore une fois, nous avons agrégé les chiffres. Ce qu'on a par contre, attends une minute, j'ai parlé trop vite. La présence dans la population, Oui, il y a Suleiman aussi qui partage certaines informations, je ne sais pas d'où elles viennent, mais qui irait vers 13% de personnes racisées, 16% pour les personnes en situation de handicap. Première Nation, 2,5%, mais après, c'est ça, quand on réunit les groupes, j'imagine que ça amène des défis parce que des gens peuvent être dans plusieurs groupes à la fois. oui. Alors là, j'ai une source imparfaite, mais particulièrement utile parce que c'est la meilleure qu'on a à ce moment-ci. Je vous invite à consulter le rapport de la Commission des droits et libertés de la personne, le rapport de 2023, donc c'est janvier dernier, qui s'appelle Rapport annuel sur les minorités visibles, loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics, et le rapport de 2021, qui est le rapport annuel du groupe visé des personnes handicapées. C'est dans le document que j'ai écrit avec le détail de cette analyse EDI à partir des données du CAS dans les annexes. Donc, dans l'annexe 2, j'ai extrait des rapports de la Commission des droits et libertés de la personne, ces données populationnelles. Alors, par exemple, pour ce qui est attendez une minute, dans la population, alors, dans les cibles que la Commission des droits de la personne a données aux organismes publics québécois, donc c'est à partir de leur présence dans la population au Québec, la cible qui a été donnée pour 2022, c'est 16,8% pour les minorités visibles et 10,5% pour les personnes handicapées. Alors, pour, euh, pour susciter votre curiosité, si on regarde la représentation des minorités visibles
au sein des effectifs des organismes publics québécois, en 2019, leur taux de présence était de 6,3 alors que dans la population, ils sont à 16,8 Donc, vous voyez l'ampleur de l'écart, plus que 10 points de pourcentage d'écart. Dans le cas des personnes handicapées, l'écart est à peu près du même ordre. Je vous disais que la cible que la Commission leur fixait pour 2022, c'est 10,5 Or, leur présence dans les effectifs en 2019 est de 1 Parfait. Il y a Souleymane qui a partagé le lien justement dans le chat pour le rapport sur les minorités visibles, donc rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Peut-être que Excellent. la minute techno, si vous ouvrez le chat et vous allez en bas complètement, il y a trois petits points que vous voyez au bas complètement du chat. Et en cliquant dessus, vous avez la possibilité d'enregistrer le chat de la rencontre. Donc, ça vous permet d'accéder aux liens qui sont partagés tout au long de la présentation. Puis j'en profite, Hélène, pour vous dire qu'on approche des 60 minutes. Il nous reste une trentaine de minutes pour poursuivre. Merci, Philippe. Alors, sondage numéro 2. Je vous dis, ben, peut-être qu'il va falloir se donner des cibles. Là, j'aimerais vraiment avoir votre opinion. Si, pour ce qui est des femmes, on s'est collectivement à peu près entendu que la zone de parité 40-60, c'était une cible avec laquelle on est capable de vivre parce que c'est une façon de gérer que 50 sur un petit groupe de 7 ou 8, tu ajoutes une personne ou tu en enlèves une, tu bascules rapidement en deçà ou au-delà du 50 ben, on a cette convention collective autour des femmes. Comment pensez-vous qu'on peut établir des cibles ou des zones pour les autres groupes cibles? De votre point de vue, est-ce que des cibles globales, comme par exemple que l'ensemble des autres groupes historiquement marginalisés représentent N ou spécifiques, que pour chacun des groupes, une cible soit convenue entre nous sur ce qui est souhaitable? Alors, ma question, selon vous, comment doit-on penser les cibles pour les autres groupes historiquement sous-représentés comme membres de CA? Alors, je vous invite. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? On y va dans le chat? Oui, oui, on va prendre les réponses dans le chat. Alors, est-ce qu'on a des idées? Ça commence à arriver. Alors, évidemment, lorsqu'on pense à de telles cibles, il faut aussi se demander ben, pourquoi ce soit souhaitable de le faire ainsi, puis quels sont les risques qui sont inhérents à ce genre de choses. Par exemple, personnellement, pour ce qui est de la zone de parité, j'ai souvent postulé que bien que ce soit utile pour le réfléchir, euh, que pour moi, la cible de 50 c'est la bonne cible et que ma crainte avec la zone de parité, c'est que dans certains milieux, on se contente bien de la borne inférieure et qu'on navigue autour du 40 plutôt que d'atteindre vraiment la parité. Donc, que la borne inférieure de la zone, ça devienne que le minimum devienne la norme. Alors, les données jusqu'à maintenant me suggèrent que dans certains milieux, c'est le cas, mais de façon générale, ce n'est pas le cas pour les plus grandes organisations. Donc, les réponses qu'on a jusqu'à maintenant, donc Maria propose représentatif de la population. On préfère les cibles globales spécifiques chez quelqu'un d'autre. Il y a une question sur la zone d'inclusion ou la zone de représentativité. Cible spécifique, mais avec l'aspect intersectionnel. Représentation de la population, spécificité de certains milieux, par exemple, qu'on soit en enseignement, en santé, ajustement en fonction des régions également, j'imagine. Quelqu'un parle aussi de l'importance de considérer la mission de l'organisation, surtout pour les OBNL. Également, selon la représentativité locale et les compétences. Donc, j'imagine l'endroit où l'organisation est située, ça doit avoir une influence sur soit sa responsabilité, mais aussi sa capacité à recruter certains profils.
Alors, merci bien pour ces idées. Puis on voit qu'il y en a de toutes sortes et il est tout à fait possible que plusieurs s'appliquent vraiment dans différents contextes. Il faut reconnaître qu'on est dans une démarche d'amélioration continue et que c'est une discussion qui commence et à laquelle je vais vous inviter à contribuer dans vos milieux. Il faut toujours prendre en compte, bien sûr, les bassins de compétences, mais ici, je nous mets collectivement en garde sur notre risque de sous-évaluer les bassins de compétences différents du nôtre. De la même façon que dans le passé, on expliquait que l'absence des femmes sur les conseils d'administration, c'est qu'elles n'avaient pas les diplômes ou elles n'avaient pas l'intérêt ou elles n'avaient pas l'expérience de conseil requis. Ben, quand on a décidé de commencer à aller chercher pour le vrai, eh ben, c'est drôle, on en trouvait. Et le risque est très grand qu'on sous-évalue les bassins de compétences de ces autres groupes différents du nôtre. Et à cet égard, encore une fois, je vous réfère aux annexes du fameux rapport où j'ai reproduit des statistiques compilées par la Commission des droits et libertés de la personne sur le taux de détention d'un diplôme universitaire au moins de premier cycle selon qu'on est dans la population native ou selon qu'on est dans la population des minorités visibles, des autochtones, des personnes avec handicapés. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que le pourcentage de la population totale des groupes désignés ayant atteint un niveau de scolarité universitaire chez les jeunes, donc les 25 à 44 ans, pour ce qui est des femmes, il est de 39%, femmes toutes catégories confondues, mais les minorités visibles, il est de 47%. Donc, on voit que le taux de scolarisation des minorités visibles est plus élevé que celui de la population native. Et chez les Autochtones, certains pensent que les Autochtones n'ont pas de diplôme universitaire. Eh bien, chez les jeunes, il est de 12,12%. Chez les personnes avec une incapacité, il est du quart, près de 24,6%. Alors, encore une fois, il faut non seulement, il ne faut pas se fier à nos idées préconçues, nos stéréotypes, et il faut chercher des données pour documenter les compétences réelles des groupes qu'on a historiquement négligés. Alors, on va regarder maintenant concrètement comment les conseils d'administration s'organisent pour prendre en compte l'EDI et y a-t-il un écart entre ce qu'ils font et ce qui, de leur point de vue, devrait être fait dans leur CA. Alors, trois constats. Le premier constat, c'est que les membres de CA qui ont participé à l'étude ont des aspirations qui reflètent des valeurs d'équité et de justice. Pour eux autres, c'est important. Ils pensent que les CA devraient s'en occuper. Puis ils devraient s'en occuper plus qu'ils ne le font maintenant. Par contre, quand on regarde concrètement quelles sont les actions spécifiques qui sont mises en place, ben là, c'est plus faible. Deuxièmement, on constate une rareté d'expertise en EDI au sein du CA. Pas très étonnant parce que historiquement, sur les CA, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes issues du monde des finances, de la comptabilité, du droit, de la production, du marketing, mais relativement peu qui proviennent du secteur des ressources humaines, donc encore moins de EDI. Troisièmement, alors c'est à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle, toutes les pratiques de gouvernance identifiées incorporent au moins minimalement des enjeux relatifs à l'EDI. Et le CA leur accorde une certaine importance, mais c'est une importance modeste. Alors, encore une fois, la valeur d'équité qui a progressé dans notre société, c'est une aspiration largement partagée. Mais dans bien des cas, elle ne coûte pas cher. C'est-à-dire qu'on ne fait pas on pose peu d'actions conséquentes pour faire progresser cette aspiration. Alors, ici, alors je vous ai simplement reproduit la planche sur les niveaux de scolarité
Et vous voyez que les plus jeunes sont plus scolarisés que les plus vieux, on le savait, mais que même chez les 45-64 ans, le taux de détention d'un diplôme de premier cycle, c'est 23 ce qui n'est pas banal, et il est existant dans toutes les couches, dans tous les sous-groupes des minorités historiquement sous-représentées. Donc, ce sont des bassins de compétences qui ont été ignorés. Je vous disais que les CA accordent de l'importance aux enjeux EDI 5, où 1, c'est on accorde peu d'importance, et 5, on accorde une importance majeure. Alors, vous voyez que l'importance actuelle, globalement, c'est 2,9 et que dans les petites organisations, l'importance actuelle est moindre que dans les moyennes et grandes et que dans les sociétés publiques et parapubliques. Ici, ce n'est certainement pas une différence significative, mais encore une fois, les sociétés publiques et parapubliques se distinguent des autres par une importance actuelle plus grande et aussi une importance souhaitable encore plus grande. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les aspirations vont dans le sens qu'on souhaite et à 3,9 sur une échelle où 5 égale importance majeure, ça dit quelque chose sur cette aspiration collective que nous avons. Alors, cette ligne montre l'écart entre l'importance actuelle et l'importance souhaitable. Et vous voyez que là où il y a le plus à faire, où l'écart est le plus important, c'est dans les petites organisations. Donc, encore une fois, si on regarde l'importance souhaitable, bien là, il y a peu de différence. Et qu'on est du côté de très, très souhaitable. On veut en faire beaucoup plus. Maintenant, ça, c'est l'importance actuelle en lien avec l'organisation. Maintenant, quand on regarde en lien avec le CA spécifiquement. Alors, avec le CA spécifiquement, c'est légèrement moins. Donc, ça veut dire que le DI, ils ont le sentiment que c'est encore plus d'importance de le faire au niveau de l'organisation. Donc, ça veut dire l'utilisation des bassins de talent à tous les niveaux. Et on l'espère au niveau de de l'équipe de direction des organisations. Et au conseil d'administration, c'est légèrement moins important, mais à peine. Donc, ce n'est pas des différences significatives. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on y est davantage sensible au sein de l'organisation. Encore une fois, le fait que les performances sur l'importance actuelle, l'importance souhaitable est plus forte chez les sociétés publiques et parapubliques est probablement aussi lié aux nombreux efforts réalisés dans ces milieux suite aux engagements gouvernementaux. Alors, encore une fois, pourrait-on envisager que dans les petites organisations et dans les moyennes et les grandes organisations, on prenne de tels engagements? Dans le milieu gouvernemental, on l'a fait via un règlement. C'est une stratégie qui a été utilisée sur bien des territoires et elle a fait la démonstration, cette stratégie, que ce soit par loi ou par règlement, fixer des objectifs et des échéances, ça accélère le changement. Mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire aussi de façon volontaire et surtout de le faire de façon décisive volontaire et non pas penser que le cours des choses, la marche du temps va réaliser l'évolution. Nos 50 dernières années nous montrent non seulement que ça n'a pas été le cas pour les femmes, mais que même dans les milieux où les femmes ont progressé comme membres de conseil d'administration, ça n'a pas eu comme conséquence que les autres groupes historiquement sous-représentés soient invités au nom de l'équité et de nos objectifs démocratiques à joindre la discussion. Alors, le décalage est très important. Maintenant, si on regarde les enjeux EDI dans la gouvernance en prenant chacun des processus de gouvernance, alors, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que toutes les pratiques de gouvernance sur lesquelles on a
sonder l'opinion des gens sur la place de l'EDI dans ces enjeux. Pour toutes les pratiques de gouvernance, on estime qu'il y a de la place pour l'EDI, mais que dans la réalité, ces préoccupations sont très peu intégrées. Et celles qui concernent directement les hauts dirigeants, c'est-à-dire l'évaluation de la performance des hauts dirigeants et l'établissement de la rémunération des hauts dirigeants en prenant en compte les enjeux de EDI, ce sont les deux pratiques de gouvernance pour lesquelles il y a le moins d'intégration des enjeux EDI, alors qu'on sait déjà depuis longtemps que si tu veux que quelque chose se fasse, ben, s'il y a des objectifs de performance au sein de l'équipe de direction à cet égard, ça augmente les chances que ce soit fait. Alors, vous voyez que 1, c'est peu intégré et 5, c'est totalement intégré. Et l'échelle montre que pour ces deux pratiques, eh ben, on est à 2 ou en deçà de 2, ce qui est vraiment très peu intégré et c'est les pratiques où il y a le plus de potentiel d'amélioration. En conclusion, eh ben, vous vous en doutiez, l'EDI dans les conseils d'administration au Québec, c'est une aspiration, mais bien plus qu'une réalité. Ce sont des valeurs chères au Québec pour les femmes et pour les autres groupes cibles, mais le souci de le matérialiser est très inégalement distribué à travers les organisations, que ce soit selon la taille, selon le secteur de l'économie, mais aussi selon le groupe visé. On a vu par l'illustration de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État et par l'illustration du mouvement Desjardins, comment dans ces deux milieux-là, soit de l'autorégulation ou soit de la réglementation avec diffusion de données publiques a aidé à la progression. Alors, à mon avis, et il y a des problèmes qui demeurent entiers, c'est-à-dire le peu d'informations de qualité dont on dispose pour avoir un portrait. Alors, les leçons du passé, à mon avis, qui sont porteuses pour la suite des choses sont les suivantes. L'autorégulation a toujours été possible, mais elle a rarement été entreprise. Ça prend généralement des pressions de l'interne et ou de l'externe pour que l'autorégulation s'active. Ces pressions peuvent être notamment la crainte de perdre sa réputation comme n'étant pas vu comme étant moderne ou sensible à l'évolution des valeurs de la société. Mais ça peut aussi être une stratégie de gestion du risque pour ne pas faire l'objet d'une réglementation. On met en place nos objectifs, nos échéances en fonction de notre réalité comme mesure de protection contre une réglementation qui pourrait venir soit via des règlements ou soit par des lois et donc imposée par des tiers. Ça prend des données. Donc, localement, insister pour que des données soient colligées, soient compilées et qu'elles soient discutées à l'intérieur des CA. Idéalement, qu'elles deviennent dans l'espace public, parce que ce n'est que lorsqu'elles sont dans l'espace public que la discussion peut être plus solide. Déterminer des cibles et des échéances. On sait ça en management depuis des décennies. Alors, en matière de DI, on pourrait appliquer cette même leçon. Les initiatives porteuses sont connues. Essentiellement, on a plus de 50 ans d'initiatives pour l'accès des femmes au poste de membre de conseil d'administration et au poste de haut dirigeant. Beaucoup des leçons dégagées de cet historique sont transposables sur ce qui peut et doit être fait pour les autres groupes cibles. Notons la persistance des croyances et des préjugés concernant la disponibilité de talent, l'intérêt des personnes autres que nous pour des postes de conseil ou des postes de haute direction. Donc, ça a besoin d'être contré. Et surtout, la persistance des pratiques passées.
Ce n'est pas encore largement répandu que des conseils d'administration annoncent les postes à pourvoir avec un profil de compétences qui a été réfléchi à partir du profil collectif au sein de son groupe. Diffuser ces recherches de talent. Alors, ceux et celles qui sont intéressés par un service au sein du périmètre de l'État, sachez qu'en allant sur le site des emplois supérieurs, vous pouvez déposer vos candidatures. Alors, on le fait dans cet environnement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ailleurs, dans les OBNL, dans les petites et moyennes entreprises, pour faire connaître notre intérêt pour des personnes différentes pour siéger sur nos conseils d'administration? On sait aussi que là où ça bouge, c'est parce qu'il y a des gens qui exercent un leadership. Leadership à l'intérieur du CA ou leadership au sein de l'organisation pour qu'il y ait inclusion de personnes différentes dans nos organes de décision. Ça prend des leaders, mais ça prend aussi des alliés. Alors, comment développons-nous ces réseaux de leaders et d'alliés pour accélérer les changements? Et finalement, les pressions externes et les pressions internes. Pression externe provenant de la société civile, provenant de la crainte de l'action du régulateur, mais interne, ces individus chez nous qui sont plus sensibles que d'autres autour de la présence des personnes historiquement marginalisées, pas juste pour faire bien, mais surtout parce qu'ils nous apportent, un, leur expertise, deux, leur connaissance de leur milieu d'origine, qui vont donc nous permettre de faire des analyses beaucoup plus justes de l'ensemble des conséquences des décisions à prendre. Et donc, ces talents, on en a besoin pour prendre de meilleures décisions et s'assurer que dans l'implantation des meilleures décisions, on crée le moins de tort possible aux populations moins représentées. Alors, les leçons porteuses, je les ai illustrées ici. Elles sont toutes interreliées. Ce que j'espère, c'est que cette étude du CAS, ce soit un jalon pour inspirer le changement. Vous êtes capable désormais de situer les organisations où vous êtes par rapport à d'autres de votre milieu. Alors, je vous invite à demeurer non seulement euh, actif et intéressé sur le sujet, mais à diffuser, à nourrir ces informations et à nourrir les discussions dans les milieux où vous êtes. Et pour conclure, on vous proposait un sondage euh, pour prendre votre état votre appréciation du niveau de difficulté lié à chacune de ces actions. Alors, Philippe, est-ce que tu leur proposes le sondage? Oui, je le lance à l'instant. Alors, on vous demande votre degré de confort envers chacune de ces actions. 4 options de très difficile à très facile. On voit que chacune de ces actions correspond à des leçons tirées du passé sur ce qui peut aider. Alors, on apprécierait vos impressions pour chacune d'entre elles. Il y a une barre de défilement pour répondre à toutes les questions. Il y en a 6 au total. Alors, ça rentre lentement. Les gens réfléchissent. Oui, et à cet égard, ce sondage-ci, les résultats pourraient être utiles aussi pour nourrir des discussions dans les milieux où vous êtes. Vous êtes probablement un sous-groupe euh, plus intéressé que la moyenne aux enjeux de EDI puisque vous avez décidé d'y consacrer 1 heure et demie aujourd'hui. Alors, si parmi vous, euh, certaines de ces actions sont, de votre point de vue, elles sont plus difficiles à réaliser, eh bien, travailler à l'implanter risque de poser plus de difficultés et le soutien les uns des autres sera nécessaire. Donc,
contraster votre perception à celle de d'autres sur l'ampleur du défi qui est le vôtre. Si vous voulez progresser dans cette direction, ben, ce sera peut-être utile pour vous. Alors, on a 20 personnes qui ont répondu déjà. Encore quelques secondes, puis après, on va partager les résultats. J'ai hâte de voir. Donc, je vais activer le partage. Alors, réaliser l'autodéclaration des membres de CA et inviter l'autodéclaration des personnes candidates. Ben, on a presque 90% des gens qui pensent que c'est facile ou très facile. Alors, je souhaite que vous ayez raison. Et je vous invite à le tester dans vos environnements. Il y a à la Commission des droits et libertés de la personne des illustrations d'un formulaire d'autodéclaration. C'est le formulaire qu'il suggère. Et donc, le formulaire existe déjà. Alors, à vous de le faire circuler chez vous et vous pourrez vérifier si parmi les gens qui sont moins sensibles à l'EDI, les choses sont aussi faciles que vous le pensez pour obtenir l'information. Maintenant, publicisez les appels de candidature comme membre de CA et le profil de compétences recherchées. Alors, encore une fois, personne ne pense que c'est très difficile. Un quart pense que c'est difficile et le reste, donc la grande majorité, pense que c'est très facile ou facile. Alors, puissiez-vous avoir raison, et si c'est très facile ou facile, ben, on serait dans nos milieux capables d'implanter ça rapidement. Déterminer les sites de représentation des groupes cibles, des échéances et un plan d'action pour le CA et pour la direction de l'organisation. Là, on commence à avoir de la difficulté. Okay? Donc, à peine une personne pense que c'est très facile, 5%, et facile ou très facile, on a moins de 40%, mais pour les autres, pense que c'est difficile. Alors, il y a un os là. Monitorer l'évolution de la situation et rendre compte publiquement. Alors ici, la question, il y a deux segments. Monitorer l'évolution et rendre compte publiquement. Alors, lorsqu'on fait les deux, et monitorer et rendre compte publiquement, c'est certainement la stratégie la plus exigeante. Rendre compte publiquement, on a tendance à vouloir le faire quand on pense qu'on a une belle histoire à raconter ou un portrait ou un beau portrait à rendre public. Espérons que vous avez raison et que ce sera fait. Et il y a un quart des gens qui pensent que ce sera difficile. Alors, on ne sait pas si c'est monitorer les évolutions qui est difficile ou la rendre compte publiquement. Renforcer par des règlements ou des lois les obligations de représentation des groupes historiquement exclus. Alors, un peu plus du tiers pense que c'est facile, mais les 2 tiers pensent que c'est difficile. Essentiellement, il y a beaucoup de résistance à l'implantation des lois et des obligations. D'ailleurs, euh, sur d'autres territoires, prenons la Norvège, prenons la France, ça fait déjà des décennies que ces obligations légales ont été imposées. Et on se rappelle qu'ici au Québec, on a même eu un comité spécial qui a agi comme conseil auprès de l'État, comité dont faisait partie notamment Mme Monique Leroux et de mémoire, je pense que M. Charret en faisait partie aussi, M. Charret de l'Industrielle Alliance, qui visait à recommander à l'État soit la réglementation ou l'autoréglementation, et ils n'ont pas recommandé la réglementation. Mais on voit que si on a des données publiquement disponibles pour les entreprises canadiennes, c'est bien parce que les entreprises sous charte canadienne doivent documenter la composition de leur CA. Finalement, contrer les stéréotypes et informer sur les contributions à l'analyse des risques des personnes membres des groupes cibles. Eh bien, certains sont optimistes. C'est facile de contrer les stéréotypes. Facile ou très facile, on est à près de 70%. Alors, si vous avez raison, on devrait faire des progrès au cours des prochaines décennies. Voilà, chez vous, personnes sensibilisées, votre perception du degré de difficulté
par rapport à tous ces éléments-là. On voit que pour la majorité d'entre eux, vous pensez que c'est relativement facile, alors il faut se mettre au travail. Et j'en arrive à ma dernière planche. C'est à nous et à vous de jouer. Ça ne se produira pas tout seul. Ça se produit, le changement social se produit parce qu'il y a une minorité active, convaincue, persistante, agissante. Alors, c'est l'invitation qui nous est faite. Ce sondage, je le répète, n'est qu'un jalon vers notre progression. Alors, je vous remercie de votre attention et c'est maintenant votre temps à vous. Philippe, vous avez Oui. peut-être des questions. Le chat est ouvert, donc merci beaucoup, Hélène. On aurait le temps pour une ou deux questions. Puis j'en profite aussi pour rappeler qu'à Concertation Montréal, l'équipe Parité, Diversité, Inclusion travaille sur ces questions-là depuis de nombreuses années. On a une banque de candidatures pour vous permettre d'entrer en contact avec des administrateurs et administratrices issus de groupes sous-représentés. Et pour les organisations, vous pouvez également afficher un mandat pour bénéficier de la caisse de résonance de Concertation Montréal. Donc, sur notre site Internet, il y a un espace pour partager un mandat ou pour aller voir comment d'autres organisations présentent leurs appels de candidature. Ça amène une certaine émulation. On doit quand même prendre le temps de bien préciser nos besoins et rendre le tout attrayant parce qu'on a de la difficulté actuellement à recruter des employés. Alors, quand c'est pour chercher des administrateurs ou administratrices bénévoles dans un CA, ce n'est certainement pas plus facile. Puis pour les organisations qui voient les questions de diversité comme une contrainte, bien, on peut aussi et on devrait voir ça comme une capacité d'accéder à un bassin de talent encore plus grand que celui plutôt limité dans lequel on a l'habitude de puiser. Donc, il y a ma collègue Sonia qui vient de partager dans le chat le lien pour publier un appel de candidature. Il y a ma collègue Stéphanie aussi qui participe à l'atelier, qui est la responsable de la banque de candidatures, qui compte plus de 600 candidatures dans la région montréalaise, mais également ailleurs au Québec. Donc, si vous avez, est-ce qu'on a une personne qui voudrait nous adresser une question avant de terminer? Ou bien tout était très clair et vous repartez inspiré et motivé. Il y a Fatemé qui dit un grand merci pour la présentation. Fatemé qui fait partie du groupe des 30 de Concertation Montréal, tout comme quelques personnes participantes qui sont nos ambassadeurs et ambassadrices de la diversité. Maria également qui écrit, qui était aussi dans le groupe des 30. Donc, plusieurs mots de remerciement. Chloé dit qu'il aurait été intéressant de voir des données similaires sur les groupes, notamment les communautés LGBTQ2S+. Donc, on en avait parlé, mais je pense que vous êtes basé beaucoup sur des données accessibles. Enfin, on ne le sait pas. Et dans l'enquête du CAS, ces informations-là n'étaient pas disponibles. Alors, on ne les a pas interrogées là-dessus. Parfait. Donc, je rappelle que vous allez recevoir dans les prochaines minutes un lien pour accéder aux deux documents et ainsi qu'un lien pour faire l'évaluation de l'atelier. Vos réponses sont très appréciées. Puis, je vous souhaite à toutes et à tous un bel après-midi. Puis, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et merci encore, Hélène. Ce fut fort intéressant. C'était un plaisir et merci à tout le monde de votre présence. Et merci de poursuivre le travail. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.